Alors, Excellence, quel bilan pouvez-vous faire en termes de reconquête du territoire national? En termes de reconquête, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'initiative est nôtre. Ça, c'est le volet le plus important. Pendant plusieurs années, depuis le début de cette guerre, nous avons été attentistes et l'ennemi qui donnait le rythme de la manœuvre. Et le changement, donc, cette bascule, le fait qu'on ait repris l'initiative de la manœuvre, c'est très important. Et pour pouvoir reprendre l'initiative de la manœuvre, il a fallu donc beaucoup d'efforts en termes de recrutement, d'équipement, mais surtout de formation. Parce qu'une chose aussi est très importante. Aujourd'hui, personne ne connaît notre armée, si je peux le dire, à l'international. Personne ne maîtrise notre armée. Nous avons quitté ce carcan de se faire former par les autres, se faire dicter les programmes par les autres, la tactique par les autres. Aujourd'hui, tout est endogène. Donc, ce sont des Burkinabés qui conçoivent le programme en fonction des retours d'expérience sur le terrain, qui forment les hommes, ce qui fait que nous arrivons à faire des prouesses. Et à l'heure où je vous parle, nos unités ont conquis beaucoup de localités, notamment en allant au nord de Djibou. Ces localités qui ont été perdues depuis peut-être bientôt 10 ans, telles que Baraboulé, et bien au-delà jusqu'à Pétékoli, nos unités ont reconquis. Au bout d'après de bataille, mais ils y sont. Ils sont installés. À l'est également, nous avons progressé en allant vers la frontière béninoise, notamment les villes carrefour telles que Nadiago et autres ont été reconquises et sont sous contrôle. Et nous progressons donc ainsi de victoire en victoire. On peut dire quelque part, Monsieur le Président, donc il y a une montée en puissance de l'armée, il y a beaucoup de moyens acquis, de la formation qui est faite, et pourtant on constate quand même qu'il y a beaucoup de tueries encore et il y a le nombre de PDI, les personnes déplacées internes, en tout cas va croissant. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Le nombre de PDI plutôt va décroissant. Là, les chiffres sont assez clairs. Nous sommes en train de réinstaller. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de localités qui sont reconquises. Il y a quelques années, on était à près de 2 millions de PDI. Aujourd'hui, nous avons bien moins d'1 million. Et d'ici encore le mois de mai ou juin, il y aura très peu de PDI. Parce que ces zones, effectivement, quand vous prenez, j'ai parlé tout de suite de Baraboulé, Pétékoli, les zones de Toulfé, Pobé, Mengao, Namsigia et tous ceux qui connaissent le nord de Burkina, tout ça a été reconquis entre novembre et aujourd'hui. Donc vous imaginez toute cette population qui doit se réinstaller et tout. Donc le nombre de PDI va forcément diminuer. Alors, les tueries, souvent l'ennemi, comme on l'a dit, quand il est en perte de vitesse, il se retrouve souvent à poser des actes de désolation. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est trouver des populations civiles, tirer sur elles rapidement, s'éclipser. Et très souvent, ils ont cette lâcheté de même filmer ce qu'ils font comme acte contre des gens qui n'ont pas d'armes et tout. Et voilà, ça fait un peu, ils veulent créer l'émoi en fait dans la population. C'est une guerre et ils emploient la tactique de guérilla, nous faisons la contre-guérilla. Mais le plus important, comme j'ai dit, nous nous sommes adaptés et nous évoluons. Parce que ce n'est pas seulement l'équipement qui fait la guerre. Vous avez beau payer les équipements technologiques nécessaires, c'est la ressource humaine d'abord. Et la ressource humaine, il faut la former certes militairement. Et vous voyez que beaucoup de pays africains passent le temps à se faire former par des pays occidentaux et tout. Alors, nous, notre philosophie est la suivante. Est-ce que ces gens qui viennent nous former, c'est Dieu peut-être qui a envoyé des anges les former, eux, à la tactique? Mais pourquoi le noir n'arrive pas peut-être à se dire que lui aussi il peut développer de la tactique? Mais regardez tous les États africains, il faut que les États occidentaux viennent les former. Nous avons mis fin à cela. Nous nous formons nous-mêmes à l'art de la guerre en fonction de nos expériences. Et ça forge l'état d'esprit de la ressource humaine. Et c'est à partir de là que vous pouvez créer la combativité, la résilience, la résistance. Et ça, c'est très important. Donc, l'équipement, certes, mais aussi la ressource humaine qu'il faut valoriser. Et c'est tout ça combiné aujourd'hui qui nous donne ces succès. Excellence, vous avez érigé la brigade des volontaires pour la défense de la patrie au rang d'armée. Oui. Qu'est-ce que cela peut apporter à la lutte contre le terrorisme? Alors, nous l'avons donc érigé en armée parce que c'est ce qu'elle méritait. Nous nous réorganisons. Si vous constatez, en érigeant en armée, les textes ont un peu évolué également. Il y a beaucoup de zones qui étaient, si je peux dire, en 2022, des zones rouges, où nous avons créé donc en fin d'année 2022 beaucoup de VDP et tout ça. Mais aujourd'hui, après 3 ans, 4 ans, beaucoup de zones sont devenues des zones totalement vertes.
Depuis 2 ans, 3 ans, il y a des zones où on n'a jamais entendu encore un seul coup de feu. Nous avons réussi à créer ce cordon sécuritaire autour. Donc, il fallait réorganiser les VDP pour que ceux-là qui sont dans ces zones vertes, si je peux dire, se remobilisent pour aller au-delà, vers donc les limites de la région, les limites du pays. Et donc, ça crée donc un lot de VDP nationaux et de VDP régionaux. Et laisser très peu de VDP communaux pour continuer à maintenir la situation de stabilité. Donc, cette mutation entraîne une réorganisation. Donc, ils sont organisés maintenant en groupement opérationnel au niveau des régions. Donc, ça fait rang d'armée. Voilà pourquoi nous l'avons érigé en armée et lui donner aussi son autonomie. Une autonomie entière certes de fonctionnement, mais surtout de manœuvre. Parce qu'ils ont des missions spécifiques qui leur sont confiées dans la mission globale des différentes armées. Voilà pourquoi on l'a érigé en rang d'armée. Si Nadège le permet, Monsieur le Président, vous avez parlé de formation des hommes, ce qui est très importante. Vous avez parlé également de l'érection, par exemple, des VDP en forces armées. En décembre dernier, à Bamako, lors de votre passage, vous avez parlé d'un hiver noir, d'un albinos noir. Peut-on savoir si cet hiver est déjà passé, si cet albinos est passé à notre insu, ou bien de quoi s'agit-il concrètement? L'albinos noir, ça concerne le Burkina, il viendra. Ça, je peux dire que c'est une bonne nouvelle qui va venir pour le bien de notre patrie. C'est ce que je vois. Et ça vient. Mais quant à l'hiver noir, je pense que le vent a commencé à souffler. Et les plus avertis comprendront. Cet hiver, nous ne pouvons pas l'éviter si jamais nous continuons à nous comporter comme ça en Afrique. Ceux qui pourront rapidement se joindre pour qu'on puisse se protéger, tuer les loups pour utiliser les peaux et se protéger, couper le bois mort pour faire du feu ou ériger les collines qui vont stopper le vent. Ceux qui pourront le comprendre, le comprendront. Mais l'hiver est déjà là. Le vent a commencé à souffler. Et si, je dis bien si nous continuons dans ce comportement, nous, chefs d'État, rien ne peut l'empêcher. Alors, Excellence, vous l'avez dit tantôt, beaucoup de progrès sont enregistrés sur le terrain en matière de reconquête du territoire. Mais à quand la fin du terrorisme au Burkina? Je peux dire que le rythme auquel nous avançons actuellement depuis novembre, je peux vous rassurer qu'à ce rythme, on n'est pas trop loin. Parce que le plus important pour nous, c'était de changer totalement la manœuvre, d'éviter de faire ce qu'on avait l'habitude de faire depuis 8 ans, 10 ans. Parce que ces opérations ponctuelles, ces mêmes types de bases et tout, nous avons développé autre chose, un autre outil. Et quand nous l'avons testé, il est performant. Ce qui nous permet de partir dans des zones qui étaient comme des zones sanctuaires. J'aime parler en haut de Djibo. Vous voyez que cette zone était comme leur territoire. Personne ne pouvait s'y aventurer et tout. Mais aujourd'hui, nos unités ont percé et se sont installées. Et devinez, il y a des zones, quand ils sont arrivés, ce sont carrément des camps d'entraînement qu'ils ont trouvés. Bien construits, mieux construits, et vous avez trouvé des parcours d'obstacles mieux construits que dans nos centres de formation. Imaginez, ils se sont installés, ils ont importé tout le fer, le ciment et tout le nécessaire pour construire les bases d'entraînement. Ça, on était quand même surpris. Ça veut dire qu'ils se sentaient sur leur territoire. Mais nous avons percé, nous y sommes. Ces territoires sont perdus parce qu'ils étaient sous leur contrôle depuis plus de 10 ans. Les zones complètes décolies, personne n'avait, d'ailleurs l'armée ne s'était jamais installée là-bas. Et donc nous continuons jusqu'aux limites de nos frontières. Et c'est ce que je dis, que ce soit au nord ou à l'est, un peu partout, nous sommes en train de repartir. Et une fois qu'ils n'ont pas de terrain de manœuvre, de sanctuarisation, ça devient difficile. Mais maintenant, il y a une phase importante qui doit venir dans quelques mois pour fermer totalement toutes les brèches pour empêcher les infiltrations. Parce que souvent, c'est ça, nous pouvons nous installer, mais ils peuvent trouver le moyen de s'infiltrer, soit poser des UED, ou s'infiltrer par petits binômes, venir tuer à l'arrière, créer donc ces événements d'émotion et tout. Mais nous allons fermer toutes les brèches. Ça, on prendra les moyens qu'il faut, mais ça va finir. Excellence, il a été décidé d'un avancement exceptionnel pour des militaires, gendarmes et policiers sous certaines conditions. Est-ce que cela ne va pas amener des graissements au sein des rangs? Non, des graissements. Il n'y a aucune décision dans ce monde qui peut faire l'unanimité. Un soir, si vous dirigez une structure, aussi petite soit-elle, comprenez que c'est rare d'avoir une décision unanime.
Donc ça, c'est sûr que des gens peuvent être frustrés ou quoi. Deuxième chose, les êtres humains sont ce qu'ils sont. Tout le monde ne voit jamais dans la même direction. Parce que nous n'avons pas la même capacité de comprendre les choses, même capacité d'analyser et tout, ça fait partie. Mais une chose est sûre, nous sommes en guerre. S'il y a des gens qui se distinguent par leur capacité à aller au-delà de leur mission, il va de soi qu'on les récompense. Il n'y avait pas ça dans l'armée, nous avons modifié les statuts et tout, et nous avons introduit cela. Et donc, nous demandons aux différents commandants d'unité qui sont sur le terrain avec leurs hommes. Il y a des hommes qui posent des actes de bravoure, des actes exceptionnels qui vont au-delà de leur mission. Et de motiver ça par des rapports. Et donc, la hiérarchie a une commission qui siège, qui regarde et qui décide maintenant de quels sont ceux-là. Par exemple, on prend un soldat qui, au cours d'un combat, son travail, ce n'est pas de diriger un groupe ou quelque chose. Parce que c'est le sergent qui peut avoir un groupe de combat qui le dirige et tout. Mais vous allez trouver des soldats qui, par les circonstances, se sont retrouvés à reprendre le contrôle d'un groupe, faire le combat et sortir leur unité d'une situation assez compliquée. Ce genre de soldat, il faut le récompenser parce qu'il a la capacité tactique d'être un sergent. Donc c'est cela que les commandants d'unité sont censés recenser, donner les noms, le commandement donc va lire les rapports, analyser tout, et il va de soi qu'on leur donne le grade de sergent pour les motiver. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi, peut-être qui ont envie de faire plus, mais qui attendent de voir aussi la motivation derrière. Ça motive plutôt. Ça encourage ceux-là qui hésitent, qui ne veulent pas se donner, à se surpasser. C'est ce qu'on demande. Et dans la guerre, c'est très, très, très important. Quand un soldat, quand un combattant se surpasse, ça change le cours de la guerre. Vous voyez, quand il y a de la pression, il suffit qu'une seule personne décide de maintenir un certain feu ou de faire une certaine manœuvre. Et ça fait carrément basculer la manœuvre ennemie. Et ça, c'est très important. Donc moi, je trouve plutôt, au lieu de frustration, que ça encourage et ça motive. Puisqu'on parle de défense nationale, hein, Monsieur le Président, il y a peu de temps, il y a une armée d'un pays voisin qui avait fait une incursion en territoire burkinabé pour planter son drapeau, mais très rapidement, l'armée burkinabé a réagi pour remettre le drapeau national. Quelle analyse faites-vous de cette situation-là? Ah non, même pas. L'armée burkinabé n'a pas eu besoin de partir planter le drapeau. Dès qu'ils l'ont fait, les populations ont descendu le drapeau et remettre le drapeau burkinabé. Donc avant même que les unités arrivent sur le terrain. Les unités sont parties rassembler les populations, prêcher aux populations de ne pas se laisser aller dans la provocation. Nous les observons et c'est comme je l'ai dit, ce sont des comportements qui rentrent dans le cadre de l'hiver noir. Il y a des gens qui se comportent toujours comme des nègres. Je ne dirais même pas des nègres de salon, de vrais nègres. Lorsque donc leur maître leur dit « fais ça », il ne peut que faire ça. C'est comme une malédiction. Ils ne peuvent pas aller au-delà de cela. Regardez certains. Ils ont donné tout leur pays à ces gens-là. Ils sont assis, ils n'ont plus rien sous leur contrôle aujourd'hui. Mais quand on les pousse à aller en guerre, ils sont prêts. Et ils provoquent. J'ai toujours dit aux gens, nous sommes déjà en guerre. Donc, on n'a pas peur de la guerre. Mais si quelqu'un nous pousse à bout, pour notre patrie, il n'y a rien à faire, on fera la guerre. Et quand ça va commencer, personne ne sait comment ça va finir. Mais une armée qui n'est pas en guerre, si elle peut éviter de rentrer en guerre, c'est mieux. Mais si on nous cherche, on nous trouve. C'est ce que je peux dire sur cette situation. Nous observons. À bon entendeur.